Bon, alors aujourd'hui je suis avec Maxime, et alors Maxime, à première vue, on pourrait penser qu'on n'a pas vraiment grand-chose en commun, et pour autant, on va voir ça. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en parallèle. Tu es champion du monde de CrossFit. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je me présente, Maxime Guyon, j'ai 43 ans, je suis marié, père de 3 enfants et cet été, effectivement, j'ai gagné le titre de champion du monde de CrossFit en Master 40-44, donc aux États-Unis à Madison. Et voilà, je pratique un petit peu tous les sports depuis que je suis gamin, donc voilà une présentation succincte. Top. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là on est quand même sur une chaîne de trail, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste exactement les championnats du monde de CrossFit? Qu'est-ce que vous avez à faire? Quels sont les types d'épreuves? S'il y a beaucoup de monde, comment ça se passe? Alors, le CrossFit, c'est simple en fait, c'est le sport de la préparation physique. C'est-à-dire que voilà, un Américain dans les années 70 a modélisé un petit peu ce qu'il entendait par préparation physique, et on retrouve un mélange d'un petit peu tous les sports avec la volonté de développer toutes les qualités physiques. Donc ça peut sembler à l'opposé parfois entre la pure endurance et par exemple la force. Mais nous, on va essayer de trouver le bon compromis avec des athlètes capables de faire un petit peu de tout. Alors moyennement, on va dire plutôt, voilà, de façon plutôt pas trop mal, mais pas spécialisée. Donc on va être capable de courir, de nager, de sauter, de soulever des charges, de faire de la gym, marcher sur les mains, des anneaux, etc. Donc c'est un mélange d'un petit peu tout. Et donc pour comprendre ça, je peux vous parler des États-Unis cet été. La première épreuve, par exemple, c'était 7,5 km de course à pied, pure et simple. Donc tous les candidats au départ, le premier gagne, le dernier prend plus de points de retard. Il y a eu d'autres épreuves comme de la natation, donc même chose, c'est une course tout simplement, à chaque fois c'est une course contre la montre. Il y a eu d'autres épreuves où on mélangeait du vélo, vélo statique avec résistance à air, mélangé avec de la marche sur les mains, avec des soulevés de charge. Il y avait une autre épreuve, c'était vraiment une épreuve pure d'haltérophilie, où là c'était soulever une charge maximale au-dessus de la tête, pas d'un seul mouvement. Donc voilà, on se rend compte que c'est vraiment très varié, ça touche vraiment toutes les disciplines, tous les domaines, toutes les parties du corps aussi, donc c'est très complet, très exigeant et voilà en gros pour une présentation très rapide. Au niveau de la finale aux États-Unis, dans ma catégorie, on était 20. Donc voilà, sur les épreuves, le premier, pour schématiser le classement, c'est un classement général qui est fait. On avait 3 épreuves par jour. On a eu 3 jours de compétition et à l'issue des 3 jours, celui qui avait le meilleur en fait, le meilleur total de points remportait l'édition. Et voilà, c'est un classement général classique. Une épreuve, le meilleur prend 100 points, le deuxième 90, etc., etc. C'est décroissant, ou de 5 en 5, ça dépendait. Et on fait le total à l'arrivée. Voilà, celui qui a le meilleur total gagne l'édition. Donc voilà. Quelle fierté d'avoir remporté ce titre quand même, parce que j'imagine que là-bas ce sport-là est quand même ultra populaire, et avoir un Français qui arrive à les détrôner, ça a dû leur piquer un peu la tronche, non? Ouais, c'est clair. C'est un sport donc créé par un Américain, pratiqué majoritairement par des Américains. Alors ça arrive en Europe, ça se développe dans toutes les régions du monde, la Chine également est un marché qui se développe énormément en ce moment. Mais ouais, du fait de cette domination, on va dire que sur les 20 compétiteurs en finale chez nous, il y en avait une quinzaine d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Donc ouais, on est un peu des trublions, on arrive, on nous attend pas trop. Et là, pour le coup, ouais, je suis le premier Français à gagner en individuel, toutes catégories confondues. Donc ouais, de la fierté. Sur le coup, on réalise pas forcément. Et après, avec du recul, avec les messages des personnes, de l'entourage, même des gens qu'on ne connaît pas, qui nous envoient des messages de félicitations, on commence à réaliser et on se dit, ok, c'est fait, quoi qu'il arrive, c'est fait. Et voilà, désolé pour les Américains, mais ouais, les Français sont là. Ouais. Alors ça représente quoi comme semaine d'entraînement, parce que c'est quand même ultra complet, mais si tu avais une semaine type à nous partager, parce que pour qu'on se rende compte un peu du volume de sport que tu peux faire dans la semaine pour préparer un événement comme ça. Alors c'est un petit peu délicat, les gens ont tendance à se dire que plus on en fait, mieux c'est. Par rapport aux qualités physiques, nous qui entrent en jeu, il va y avoir quand même une nécessité de repos.
savoir qu'une séance par exemple de force, pour être efficace, pour être bien tolérée et être bénéfique pour l'organisme dans cette filière-là, demande 48 à 72 heures de repos derrière. Forcément, nous, c'est impossible vu le nombre de qualités qu'on a à travailler, mais on va quand même limiter le nombre de séances. C'est-à-dire sur une semaine, on peut partir sur entre 10 et 15 séances d'une heure et demie, on va dire. Voilà, une semaine, c'est à peu près ça. Donc, bon, par rapport aux gens qui font de l'ultra, même voilà, qui préparent des Ironman, des triathlètes, etc., c'est pas surprenant. Hein, on parle de 35 heures dans les phases pré-compétitives. Nous, c'est pareil. On va travailler un petit peu. La programmation se fait en fait par bloc. On va pas travailler 2 séances par jour toute l'année. Le volume entre en jeu à certains moments, l'intensité également, les deux vont se croiser, on va manipuler un peu ces paramètres et jusqu'à arriver sur les semaines en pré-compétition où on va avoir de l'intensité mais très peu de volume finalement. Donc le volume, on va le mettre à d'autres moments de l'année parce qu'il y a une grosse fatigue occasionnée, fatigue physique, fatigue nerveuse et qui n'est pas souhaitable à la veille d'une compétition. Donc ça va être tout l'art de la programmation justement, d'arriver suffisamment fatigué au bon moment dans l'année mais suffisamment reposé pour la compétition avec encore une fois cette envie de tout déchirer le jour de la compétition. Bah, c'est tout l'art de la programmation. Hein. Quand on n'a déjà qu'un seul sport à préparer, ça reste compliqué. Alors quand on a plusieurs, comme tu l'as décrit, avec des épreuves d'endurance, de course à pied, de natation, de marche sur les mains, donc aussi un peu de gym, ça doit être quand même assez particulier à se faire un programme d'entraînement pour tout ça. Toi, tu te fais accompagner, c'est toi qui fais tes propres programmes? Alors moi j'ai la chance d'avoir été formé justement pour faire de la programmation. Je suis préparateur physique de formation. Donc c'est vrai que là-dessus j'ai investi du temps dans ma formation, mais ça me permet d'être autonome aussi. Et on se connaît bien. Donc des fois c'est un avantage, des fois c'est un inconvénient. Un avantage parce qu'on sait ce qu'on doit travailler, un inconvénient parce qu'on va avoir tendance à s'écouter. Donc il faut être suffisamment objectif, avoir une vision un petit peu méta, hein, sortir et s'observer de l'extérieur finalement pour se dire ok là je dois faire ça ou ne pas faire ça. Et donc voilà, il y a des choses qu'on aime faire, qu'on a envie de faire, mais on n'a pas forcément besoin de les faire. Encore une fois, voilà, la programmation c'est ça, c'est faire à l'athlète ce qu'il a besoin de faire et pas forcément ce qu'il aime, on ne tient pas compte de ça. On va tenir compte également de la fatigue. Hein. À un moment de ma carrière sportive, on va dire, j'avais tendance à m'entraîner par défaut. C'est-à-dire tout simplement, je sollicitais certaines parties de mon corps. Par exemple, si je sollicite beaucoup les jambes aujourd'hui, le lendemain, j'avais tendance à plutôt solliciter le haut du corps. Ça permettait d'avoir une complémentarité, laisser un peu de repos. Pourquoi pas faire un active recovery day, donc la récup active, faire tourner un peu les jambes juste pour éliminer les courbatures, pour que le surlendemain, je sois là à nouveau. Mais à un moment dans la programmation, même chose, il faut mixer un peu tout parce qu'en compétition, tout est mixé. Donc il va falloir retrouver idéalement les conditions de la compétition pendant l'entraînement, à une intensité moindre, hein, bien sûr. J'aime à prendre l'exemple à chaque fois d'Usain Bolt. Usain Bolt, lui, il court en 9,58 une fois par an, et encore. C'est pas tous les jours à l'entraînement. Tous les jours à l'entraînement, par contre, il fait les choses qui vont faire qu'il va courir ce jour-là, à ce moment-là, à cette vitesse-là. Eh bien nous c'est pareil, ce qu'il faut se dire, et c'est un petit défaut que j'ai constaté parmi les pratiquants parfois, c'est qu'ils vont se mettre dans des étapes pas possibles dès l'entraînement. Et en fait, il faut comprendre que la compétition c'est bien, il y a ce moment-là où on va vouloir vraiment se dépasser, mais que comme toute compétition, on est à la limite de nos performances individuelles, ce qui fait qu'on est à la limite de se faire mal. Et si on fait ça à l'entraînement trop régulièrement, on va finir par vraiment se faire mal et là, ça va être problématique. Donc pousser suffisamment haut l'intensité à l'entraînement, mais pas au niveau compétition. On aura toujours de meilleures performances en compétition qu'à l'entraînement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'une bonne programmation va nous amener à faire. Ouais, c'est souvent ce qu'on retrouve dans peut-être les gens qui préparent les choses au début. Si t'as pas transpiré, si t'as pas des courbatures le lendemain, si t'en as pas chié, t'as l'impression de pas avoir travaillé. C'est ça. Alors que si. Ouais. Alors je garde en mémoire justement quand je faisais mes formations en préparation physique, on m'avait dit que les Kenyans
Donc les Kenyans, tu les connais mieux que moi, tu vois un peu le genre d'athlète que c'est, capable de courir à plus de 20 km/h sur un marathon. Eux, allez, on va dire quasiment un entraînement sur deux, c'est de l'endurance fondamentale, c'est du volume, c'est finalement du footing à 12-13 km/h. Donc ce que ça représente pour eux, un footing à 12-13, il faut s'imaginer nous, ce que ça représente pour nous, et ça veut dire un footing en aisance respiratoire, allez, ça va être du 10 km/h, ça va être... mais ça permet de pas trop solliciter l'organisme, de garder des séances de qualité qui sont dédiées à ça et de pas tout mélanger finalement. Dans le passé, je courais beaucoup avec des gens, et j'avais des amis qui couraient à 15 km/h. Leur entraînement, c'était à chaque fois 1 heure à 15 km/h. Sauf qu'en compétition, quand on s'alignait sur un semi-marathon, ils n'étaient pas capables d'avoir une autre allure. Là où moi, je courais peut-être, en endurance fondamentale, j'étais capable de courir à 12-13 sans aucun problème. Et par contre, en compétition, je courais à 16-17. Et ça me posait pas de problème. Par contre, eux étaient bridés finalement à une certaine vitesse, une certaine intensité, parce qu'ils acceptaient pas d'être en dessous à l'entraînement, parfois légèrement au-dessus, etc. Enfin, comme avec les séances de VMA courtes, etc., où on va développer vraiment de la vitesse. Mais il faut se dire qu'il y a des moments pour le faire, et encore une fois, quel que soit le sport, c'est l'intérêt d'un bon entraîneur, d'un bon préparateur aussi, c'est savoir quand ne pas mélanger les genres et quand les mélanger. Pas faire systématiquement la même chose en se disant ok, allez, je cours toujours à fond 1 heure plus vite que je peux. Concrètement, au début on progresse, mais au bout d'un moment les progrès ont tendance à stagner. Et alors tu me disais avant qu'on prépare l'échange qu'en CrossFit tu avais une pyramide avec chaque chose qui venait se mettre l'une après l'autre pour arriver au niveau maximal qui est tout en haut les exercices purs de CrossFit. Tout en bas c'était donc l'alimentation. C'est ça. Est-ce que toi tu as une rigueur alimentaire qui est vraiment très stricte ou finalement tu te laisses quand même plutôt te faire plaisir et ou c'est vraiment cadré et très strict pour arriver au niveau champion du monde? Alors, j'ai caché les carrés de chocolat que je mangeais tout à l'heure. L'avantage de ce sport-là, c'est qu'on brûle tellement de calories, on consomme tellement d'énergie dans la journée qu'on peut se permettre aussi de ne pas être trop strict. On va garder des principes de base, mais on va pas être non plus des ayatollahs de l'alimentation, de la diététique, etc. On sait aussi se faire plaisir. C'est nécessaire aujourd'hui, quand je parle de plaisir, j'en parle aussi dans l'entraînement. Les gens ont tendance à vouloir être trop, peut-être un petit peu trop sérieux sur certaines choses et s'imaginent que effectivement, je vais, si je mange un carreau de chocolat, oh là là, c'est le drame, etc. Non, ça me pose aucun problème. J'ai mangé un carreau de chocolat tout à l'heure, t'en es témoin. Derrière, je vais le brûler, je vais faire une séance déjà là. À midi, j'ai prévu d'aller nager et peut-être cet après-midi, je ferai un footing léger de récupération. Donc, j'ai aucun scrupule à manger 60 ou 80 calories, parce que c'est un gros carré quand même, de chocolat. En plus, en période de Noël, ça devient compliqué. Mais non, pas de souci avec ça. Par contre, principe de base, gros repas le matin, on va dire moyen le midi, une petite collation goûter et un peu plus léger le soir avec des apports qui correspondent à mes besoins. Je complémente de moins en moins. J'arrive à apporter, vu que j'ai plus de régularité en ce moment au niveau professionnel, j'arrive à manger finalement ce que je veux vu que je mange à la maison. Donc on va dire que le matin j'ai un apport également protéiné sous forme d'œufs, des œufs, du jambon, des choses comme ça, des apports céréaliers pour tenir la journée également. En gros, le petit-déj est relativement complet. C'est un vrai repas, mais j'y accorde une grande importance. Le midi, même chose. J'essaye de mettre pas mal aussi de tout ce qui va être légumes. Tout ce qui est pour rééquilibrer un peu, on parle d'équilibre acido-basique de plus en plus. Donc, je vais apporter vitamines, minéraux par des légumes. Alors, les gens disent, ouais, mais bon, les légumes, machin, faut que j'aille sur le marché, ceci. Ouais, non. Il y a moyen de consommer des légumes sans forcément aller faire le marché tous les jours, même si ce serait plus souhaitable, ou d'avoir un jardin, mais c'est pas forcément très pratique. Donc non, on a tellement maintenant de produits surgelés de qualité, même de conserves, etc. Voilà, c'est des fruits, des légumes cueillis à maturité, qui sont congelés de suite. Donc finalement, quand on les utilise, ils sont quasiment plus frais que ceux que vous achetez en supermarché, qui vont être passés par Rungis, revenus chez vous, etc. Avec des temps, on va dire, entre le moment où ils sont cueillis et le moment où vous les consommez,
allez, on est supérieur à 24 c'est sûr, voire 48 heures. Et vitamines, minéraux, tout ça, ça commence à se dégrader. Donc, bon, faut pas avoir de scrupules non plus là-dessus. Après, collation, c'est nécessaire aussi. Pourquoi? Quand on double les entraînements, si on n'a pas l'énergie nécessaire, c'est compliqué aussi d'avoir une séance de qualité si on est en déficit calorique. Et enfin, le soir, même chose, je fais le plein de légumes, toujours un apport protéiné parce qu'il faut récupérer aussi de la journée. Et puis, une bonne hydratation tout au long de la journée. On est en hiver, j'ai tendance à être un peu limite là-dessus. Des fois d'ajouter un peu de sirop et voilà, de boire ça gentiment en regardant un truc sur l'ordi, en travaillant ou autre. Ça permet d'apporter aussi, de compenser les pertes hydriques, on va dire, dans la journée. Donc voilà. Voilà pour l'alimentation. Ah, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine quantité, parce que c'est qui correspond en fait au volume sportif que tu fais et à la perte calorique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez le trailer ou les sportifs d'endurance, c'est toute cette quantité d'alimentation et qui est vraiment particulière en fait à tous les sports qui sont plutôt de l'ordre de la musculation où l'alimentation, on sent que c'est vraiment. Nous, on parle beaucoup d'alimentation en course pendant l'effort, un peu moins tout au long de l'année, et pourtant on devrait aussi plus en parler, je trouve. L'alimentation, j'ai tendance à le symboliser sous forme d'une balance. Il y a ce qu'on va dépenser et il y a ce qu'on va apporter. Quel que soit le sport, que ce soit en trail, ultra trail ou crossfit ou voilà, quel que soit le sport, à un moment, il y a la balance calorique. Dans ma journée, moi en crossfit, je vais dépenser, où j'ai un suivi qui se fait avec différents appareils, j'ai un suivi, je dépense environ 3500 calories. Donc quand on regarde les parts, les proportions sur les aliments, etc., on a tendance à dire ok, c'est voilà, pour un adulte, machin, c'est 2000 calories. Non, à un moment, si je mange 2000 calories, je suis en déficit, donc je vais perdre du poids déjà, mais surtout je vais affaiblir mon organisme. Et l'affaiblir, ça veut dire risquer la blessure. En trail, ultra, etc., c'est un peu pareil. Les gens ont tendance à vouloir être le plus léger possible, mais être quasiment en restriction calorique, et ça pose un problème d'énergie derrière. Le corps, pour fonctionner, il faut qu'il ait suffisamment d'énergie. Donc ouais, c'est délicat, cet équilibre est délicat à trouver, mais c'est vrai que ouais, j'avais pratiqué justement pas mal la course à pied, et ce qui est difficile à un moment, c'est de pas perdre de poids en fait. De se dire ok, je stabilise, je suis à mon poids de forme. Attention, je surveille. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur de prendre du poids, mais parce que j'ai peur d'en perdre. Et en fait, la balance, elle peut être utile dans ce cas-là. Juste pour dire ok, est-ce que je suis stable ou pas? Pas pour dire ok, par rapport à ma taille, mon IMC, etc. Ça, c'est des mesures un peu générales, un petit peu trop d'ailleurs, parce que c'est pas adapté forcément au monde sportif. Mais par contre, par rapport à moi, ma composition, par rapport à ma discipline, ma pratique, etc. Est-ce que mon poids est stable ou non? Et voilà. Et encore une fois, il faut peut-être travailler de ce côté-là aussi pour pouvoir profiter pleinement de mes séances et d'entraînement et d'être en pleine forme pour les compétitions. Voilà, c'était juste sur l'aspect balance un petit peu entre les deux. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que le sujet de l'alimentation est vraiment au cœur. Enfin, ça fait vraiment partie de l'entraînement et au même titre que d'aller vraiment s'entraîner physiquement, quoi. Ça fait vraiment partie de ce que tu dois faire, quoi. Tu dois faire attention à ça, et même tous les sportifs doivent y faire attention. Et en tout cas, on voit que quand même avec tous les programmes d'entraînement qui existent maintenant, que l'entraînement c'est quelque chose qu'on commence à connaître, comment est-ce qu'on s'entraîne, l'alimentation aussi on commence à connaître, etc. Et l'un des sujets qui arrive aussi sur le tapis pas mal en ce moment, c'est la préparation mentale. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu pratiques aussi. Quelles sont les méthodes de préparation mentale que tu fais, et est-ce que tu dirais que le mental, on l'a ou on ne l'a pas? Parce que ça, on l'entend souvent aussi. Ou finalement, est-ce que ça se travaille? Alors, la préparation mentale, c'est comme la préparation physique. C'est pas on l'a ou on l'a pas, on l'a tous, à différents niveaux. Certains doivent plus le travailler que d'autres, mais le résultat sera toujours là pour ceux qui travaillent. J'ai tendance à dire que le travail finit toujours par payer. Mes élèves peuvent en témoigner. C'est une expression que j'aime à donner. Pourquoi? Parce que à la base, on a certaines qualités, mais si elles ne sont pas exploitées, ça reste juste du potentiel. Donc on cherche à développer un maximum de qualités, soit physique, soit mentale. Mais encore une fois, ça va nécessiter du travail. Donc oui, on a tendance à faire le tour un petit peu de la préparation physique. On a testé plein de méthodes, plein de techniques, il y a plein d'appareils, il y a plein de... Voilà, depuis des années, on travaille énormément là-dessus. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'organisme, c'était pas juste
juste des muscles avec un squelette qui vient les soutenir, etc. Les muscles qui donnent le mouvement. C'est pas juste ça. Tout ça, c'est dirigé par quoi? C'est dirigé tout simplement par le cerveau. Donc, et on s'est rendu compte que la préparation mentale pouvait être utile. On s'en est rendu compte dans un premier temps sur tout ce qui était au niveau de l'armée. On s'en est rendu compte. Et on a eu tendance à se dire, ok, si c'est bon pour nos militaires qui sont en condition de stress extrême et qui arrivent finalement à de bons résultats, etc., est-ce qu'on ne peut pas le replaquer sur tout ce qui va être sportif de haut niveau? Je pense qu'on a tous en tête cette image de skieurs qui sont en haut de la piste de ski et qui sont en train de visualiser en fait tout simplement leur tracé. Ils ont parcouru la piste, ils l'ont mémorisé et ils sont en plein travail d'imagerie mentale. Ils se voient déjà en train de prendre les virages. On le voit en bobsleigh, on le voit dans plein de sports en fait. La patrouille de France aussi. La patrouille de France, eux, ils sont sur de la visualisation, ils sont assis dans une pièce, tous ensemble et avec des commandements, avec des petits gestes très légers qui vont correspondre à des mouvements qu'ils vont avoir au même moment, etc. C'est une chorégraphie, c'est un ballet, c'est magnifique à regarder. Et finalement, on prépare, on visualise toutes les actions qu'on va avoir à mener dans cette phase de compétition, de cette phase de crise, cette phase de voilà. Donc c'est vraiment utile. Ça a été sous-estimé pendant des années et c'est en plein développement actuellement. Donc voilà, différentes techniques, différentes respirations, différentes méthodes de visualisation, de renforcement positif. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Alors ça se développe de plus en plus. Beaucoup d'organismes de formation proposent via les comptes individuels de formation d'aborder un peu ces notions. Donc c'est très bien. Et encore une fois, la question que je pose, que j'aime poser, c'est j'avais fait un séminaire récemment. J'avais posé la question à mon auditoire. J'avais dit si j'ai gagné cet été, est-ce que vous pensez que j'étais le meilleur physiquement? Alors dans un premier temps, ils sont bah oui, si tu as gagné, voilà, c'est la réponse classique, quoi. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a une autre dimension qu'entre en jeu. Peut-être qu'au niveau mobilisation des ressources à ce moment-là, peut-être que certains ont perdu un petit peu certaines notions, certains savoir-faire qu'ils ont à l'entraînement dans d'autres conditions. Peut-être que moi, j'étais boosté à ce moment-là parce que j'étais peut-être mieux préparé psychologiquement. Mais la question mérite d'être posée. Ouais. C'est sûr qu'il y a tout ce qui rentre en jeu comme le stress. Si tu arrives à l'évacuer avec des techniques de préparation mentale, ça va forcément améliorer tes performances sportives à ce moment-là. Toi, tu pratiques concrètement des exercices avant une compétition, par exemple? Alors oui, concrètement, j'ai eu la chance d'être formé effectivement sur la préparation mentale. Je continue d'ailleurs, je suis actuellement un cursus en partenariat donc avec l'INSEP, le grand INSEP, un cursus de coach. Alors quand je dis coach, c'est plus un accompagnant en développement personnel. C'est pas l'aspect coach, devenir coach en un week-end et machin et trucs. Chacun peut s'auto-proclamer coach. Là, c'est une formation qui dure plus d'1 an, c'est un master, c'est quelque chose où on aborde certaines notions très développées, très importantes. Et on commence par se connaître soi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc effectivement, c'est des techniques qu'on peut s'appliquer à soi-même et qui sont efficaces. Et oui, on parle beaucoup de gestion du stress, on parle de sommeil également qui va être perturbé en phase pré-compétitive. La veille d'une compétition, tu le sais aussi bien que moi, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te refais pas le film 50 fois dans ta tête? Ok, le parcours, je le connais, je le connais pas. Est-ce que j'ai bien pris mon ravitaillement? Est-ce que je vais pas rater le réveil? Est-ce que mon réveil est bien programmé? Alors je mets 3, 4, 12 réveils, mais je crois qu'on est tous pareils. Mon gâteau sport, à quel moment je vais le manger? Parce que faut que je digère un peu, mais pas trop, parce que sinon je vais avoir une hypo. Est-ce que mon dossard, je l'ai bien mis, les petits aimants ou les épingles, selon Donc tout ça fait partie de la préparation mentale et vraiment pour les athlètes qui veulent performer, quel que soit le sport, je les encourage fortement à être suivis par un préparateur physique mais également par un préparateur mental. C'est un staff qui est important certes, mais chacun sa spécialité. Idéalement, on va voir l'entraîneur
l'entraîneur qui lui peut donner des conseils techniques, qui vraiment va s'intéresser à la technique même. Par exemple, travail de poulaine, ok, cycle avant, cycle arrière, comment je suis placé, etc. Mes appuis, mon temps d'impact au sol. Enfin, voilà, où on va travailler beaucoup de paramètres ou sur des séances vraiment pures de technique, on va dire, filmées ou non, avec retour vidéo, analyse, etc. C'est très intéressant. Mais le prépa physique peut amener beaucoup de choses également, et le prépa mental aussi. Et sur ce qui se passe à l'entraînement et sur ce qui se passe dans la tête en vue de la compétition, mais également sur tous les paramètres extérieurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, on interagit avec la Terre entière en permanence. On est des spécialistes de ça. En permanence, on reçoit des informations, on en envoie et parfois, c'est nécessaire de prendre en compte tous les paramètres qui entourent l'athlète, pas forcément ce qui se passe à l'entraînement ou en compétition, mais également ce qui va se passer au quotidien, ce qui va se passer dans l'entourage, ce qui va se passer au niveau professionnel, ce qui va se passer au niveau projet, etc. Il y a beaucoup de paramètres, également au niveau personnel, qui peuvent influer sur la performance d'un athlète. Et alors toi, toutes ces compétences que tu as acquises du coup avec ton travail, avec ton entraînement au quotidien, c'est des choses que tu me disais que tu souhaitais retransmettre aussi aux jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? Oui, alors depuis le 8 novembre, j'interviens dans une école de la deuxième chance qui vient d'être créée au profit d'élèves en fait en échec scolaire. C'est des jeunes qui ont eu des difficultés dans la vie pour des raisons ou d'autres et qui se sont retrouvés finalement mis à la porte un peu de l'école, sans projet professionnel, un peu désœuvrés, un peu en recherche de motivation. Et le but, ça va être de les aider à construire un projet professionnel, donc en lien avec le monde de l'entreprise ou de l'armée, en fonction des projets de ces jeunes. Et nous, on va les soutenir, on va les accompagner et on va leur redonner un cadre institutionnel pendant 6 mois dans un premier temps, en présentiel. Et après les 6 mois, on les suivra à distance pour la poursuite de leur projet. Mais encore une fois, oui, depuis des années, j'accorde une importance primordiale, fondamentale à la transmission. Acquérir de l'expérience, acquérir des données, des connaissances, c'est super. Les garder pour soi, ça ne sert à rien. Concrètement, si je ne partage pas, si je n'amène pas les autres à progresser, à se développer dans un domaine que je connais, dans lequel j'ai peut-être fait quelques erreurs et je veux éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs, je veux qu'ils progressent et je veux leur donner une chance aussi qu'on ne leur a pas forcément donné jusque-là. Donc, et à ces jeunes-là, et également aux personnes autour de moi via différents séminaires que je fais le week-end dans les box de CrossFit où je partage mon expérience de préparateur physique mais également de préparateur mental pour donner des bases, des outils simples et qu'on peut de suite mettre en application de façon seule. Mais encore une fois, donner des outils c'est bien, il faut apprendre à s'en servir. Ça demande un peu de travail et de la volonté. Mais encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, le travail finit toujours par payer. Donc voilà, courage à eux. Et je suis toujours là, donc pas de soucis s'ils ont des questions. Voilà. Et mes élèves que je suis sur l'école de la deuxième chance et ceux que je suis via les séminaires ou autres. Donc c'est toujours enrichissant pour moi également de partager. Enrichissant pour eux, je l'espère en tout cas. Donc je fais tout pour partager tout ce que j'ai. Donc, voilà. En tout cas, dans cette école, ça doit être très gratifiant pour eux de voir que des personnes s'intéressent à leur parcours, à leur avenir et puis qu'enfin quelqu'un croit en eux parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont manqué durant toute leur enfance pour certains. Et cet apport que toi tu leur amènes, ça doit être juste génial pour eux. Enfin, ils doivent t'exprimer de la gratitude derrière ou pas trop, ils ne se rendent pas forcément compte comment c'est l'échange qu'il y a entre eux et toi. Alors il y a un peu des deux, je dirais. C'est un peu délicat pour eux. Pourquoi ? Parce que effectivement, ils n'ont pas les mêmes repères forcément que nous, pas les mêmes façons de s'exprimer, pas les mêmes façons de constater les choses, etc. Souvent, je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et des fois, ça fait mal. Parce que, encore une fois, on est préservé de beaucoup de choses, mais à un moment, quand on doit faire un constat sur une situation, il faut être amené à le faire. Il ne faut pas se voiler la face, il faut regarder la réalité en face. Et si on veut avancer, si on veut construire quelque chose, il faut savoir où on en est vraiment. Si personne ne nous le dit, ça peut poser un problème d'objectivité de la situation.
Donc, encore une fois, quand une personne vous dit quelque chose, c'est un fait. Quand beaucoup de personnes vous disent la même chose, ça devient un consensus et là, ça vaut peut-être le coup d'écouter. Donc, on est toujours bienveillant dans la formation, mais on a une approche un peu différente des formations qui ont été amenées à faire. On se sert de différents outils, que ce soit justement du sport, c'est un vecteur, mais surtout pour développer certaines valeurs, des valeurs de cohésion, des valeurs d'entraide, leur montrer que finalement un groupe, tout comme est la société, c'est pas juste un frein pour eux, c'est pas juste quelque chose qui leur impose une façon d'être, une façon de penser, etc. Non, on est toujours libre au sein de ce groupe. Mais si on interagit avec eux de façon optimale, de façon constructive, ben on va en tirer quelque chose pour soi. Et c'est le constat qu'ils sont en train de faire. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé, ça fait 3 semaines. Mais déjà, on a un esprit de groupe qui a été mis en place par rapport à certaines épreuves, certaines difficultés qu'ils ont vécues, qu'on leur a imposées volontairement, des situations problématiques, mais ils s'en sont très bien sortis. Ils sont sur la bonne voie et très honnêtement, en si peu de temps, on arrive à obtenir de bonnes choses. Donc on est conforté, nous, dans notre choix de ces jeunes. Et on a envie d'aller loin avec eux, on a envie vraiment de concrétiser ça au niveau professionnel, parce que toutes les valeurs en fait qu'on acquiert par le sport, par des épreuves, par des obstacles rencontrés dans la nature ou autre, ça se transpose très facilement sur des qualités utiles à un employeur, utiles au monde de l'entreprise. Et c'est ce qu'on veut leur amener à constater et leur amener aussi à communiquer en fait. Donc voilà, des débuts très prometteurs et encore une fois, je suis persuadé qu'on est dans la bonne direction. Donc on va continuer et puis rendez-vous dans 5 mois pour le résultat, mais c'est très encourageant déjà. Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle mission, je trouve, d'essayer d'aller travailler avec ces jeunes-là. Ça va être très enrichissant aussi personnellement pour toi, d'aller à leur rencontre et aussi de leur apporter toi toute ton expérience. Ouais, alors encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, on apprend autant qu'on leur apprend. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des codes, des références complètement différentes des miennes. J'ai été dans l'armée pendant des années. Il y avait certains codes qui étaient mis en place, certaines façons de se présenter, etc., qui correspondaient à ce milieu-là. Et là, on touche un milieu complètement différent avec des jeunes, des jeunes d'aujourd'hui, avec d'autres façons de penser, de se voir, de s'habiller, de répondre, Donc c'est un peu un choc des cultures, mais donc ils apprennent, mais j'apprends beaucoup également. Est-ce qu'il y a une nécessité à transposer moi ce que j'ai vécu dans un monde civil? Pas forcément non plus. Donc encore une fois, il y a un juste milieu qu'on trouve, qu'on apprend à trouver et qu'on trouve, et qui va faire qu'on va pouvoir avancer ensemble vers leur projet. Et c'est sûr que eux, comme moi, on ne va pas ressortir indemne de cette expérience. Donc, c'est formidable. Et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre dans cette voie. Donc, continuer à aider les jeunes de cette façon ou d'une autre, quoi qu'il arrive. De toute façon, je reste dans cette volonté de transmettre et d'aider du mieux que je puisse. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on aura la chance de te revoir ou est-ce que tu vas remettre ton titre en jeu en 2022 sur les prochaines compétitions de championnat du monde en 2022 ? Alors oui, ouais, le titre est forcément en jeu, surtout que je suis attendu maintenant, hein, les Américains ont soif de revanche, hein, déjà je pense à eux, bon, tous les autres aussi bien sûr. Le système de qualification est un peu particulier en CrossFit, c'est-à-dire que dans la catégorie on part à 20 000 sur une première étape où on se filme chacun dans sa box, chacun dans son club, chacun dans son garage. On publie les vidéos, elles sont analysées, elles sont validées ou non. Et de ces 20 000, on va garder les 2 000 meilleurs pour une deuxième étape. Deuxième étape de la même façon, pour arriver à une troisième étape à 30 et enfin une finale aux États-Unis à 10. Donc cette année, voilà, l'entonnoir, on part de 20 000 et on va arriver à 10 finalistes. Donc j'espère pouvoir en faire partie et défendre le titre là-bas à Madison. Mais encore une fois, on est sportif master. Master, ça veut dire quoi? Ça veut dire expérimenté. Non, ça veut dire un peu plus ancien, ça veut dire un peu plus de contraintes aussi. Beaucoup de gens ont des contraintes familiales, des contraintes professionnelles et des contraintes de blessures aussi. Ce qui fait que finalement, ok, le sport, ça a de l'importance, mais on apprend à relativiser aussi. Si à un moment je dois faire le choix, voilà, après c'est personnel, chacun
Et chacun fait ses choix et les assume, mais entre un souci familial et une compétition sportive, je sais que par exemple, moi, le choix est vite fait. Ça m'est arrivé dans le passé et peut-être que ça m'arrivera à nouveau. Voilà, il y a plus grave dans la vie qu'une compétition sportive, même si c'est un sport qu'on adore ça, qui est très addictif. On est tous passionnés, que ce soit de trail, de crossfit, mais à un moment, ouais, quand voilà, on prend un peu de recul, objectivement, est-ce que ça a tant d'importance que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi dans la vie? Voilà, chacun, encore une fois, j'aime à dire que chacun fait ses choix et les assume. Moi, ma vision, elle est claire. J'ai eu la chance de vivre ce que j'ai vécu, quoi qu'il arrive. C'est fait. Et On t'enlèvera pas. exactement. Et je ferai tout pour donner ce que j'ai à donner sur la compétition. Mais ça ne se fera pas au détriment du reste et en détriment d'une certaine éthique, d'une mentalité que j'ai aussi. Et voilà, c'est un ensemble de choses, de valeurs. Et voilà, donc rendez-vous l'année prochaine sur les mêmes bases que cette année. Et puis en espérant que ça se passe bien. Mais quoi qu'il arrive, quand on donne tout, on n'a jamais de regrets. Donc je vais tout donner. Et puis on verra bien, on ira au résultat. Et quoi qu'il arrive, j'aurai la satisfaction du devoir accompli. Donc j'espère juste être le plus haut possible par rapport à ce que j'aurais produit. Comme tu l'as dit, faut faire de son mieux. Exactement, ouais, c'est ça. C'est voilà, de faire son mieux avec les conditions qu'on a. Donc voilà, chacun fait sa part du job et puis pas de regrets à avoir. Encore une fois, c'est la ligne de conduite, c'est ça. Quand on se donne à fond, on ne peut pas avoir de regrets. Il y a des choses qu'on maîtrise. Et ça rejoint un petit peu la préparation mentale pour le coup. Tout ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on produit nous. Tous les paramètres extérieurs comme le niveau des autres, ça on ne le maîtrise pas. Donc voilà, il vaut mieux s'intéresser sur ce sur quoi on peut avoir une influence, modifier certaines choses. Les autres on ne pourra jamais. Donc s'ils sont meilleurs que nous, tant mieux pour eux. Ou alors c'est que je me suis peut-être pas assez entraîné ou pas bien ou pas sur les bons points, etc. Donc je me remets en question moi, mais je ne vais pas remettre en question les autres. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses aussi et contrôler ce qu'on peut contrôler. Ouais, et alors du coup, est-ce que un jour on te verra sur un trail ou un ultra trail peut-être? Alors, ce serait avec plaisir. Honnêtement, j'y pense beaucoup. Actuellement, j'ai 3 choses qui me trottent dans la tête. Donc le trail, parce que j'ai fréquenté un peu ce milieu-là et l'ambiance qui y règne est extra. Ultra, non, c'est trop et ça viendrait au détriment du reste. J'ai pas le gabarit pour. Voilà, si c'est pour se moquer de moi, c'est pas la peine. Non, ça se moque pas, ça s'encourage en général sur ces compétitions-là. Mais non, donc trail, oui, je dis oui. Triathlon également. J'envisage de faire un triathlon parce que c'est idéal comme préparation. Également pour retransposer les qualités de travail à l'entraînement. Donc souvent on travaille là-dessus, sur ces disciplines-là. Et également course d'obstacles. Voilà, c'est 3 petites choses qui ont tendance à me tourner dans la tête et à me démanger un petit peu. Et encore une fois, ce sera avec joie qu'on partagera un verre de jus d'orange avec les trailers et voilà, à l'arrivée ou la veille. Enfin, voilà. Ça marche. Merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup aussi à CrossFit Be Safe de Quimper de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Si les spectateurs ont des questions à poser à Maxime, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Et puis encore une fois, merci beaucoup Maxime pour cet échange. C'était vraiment très intéressant de rencontrer un crossfitter. Merci à toi, merci à tous. Et puis encore une fois, tous les trailers, tous les coureurs à pied qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à franchir les portes d'une box de CrossFit où que vous soyez. On y est bien reçu. La première séance en plus est gratuite, donc ça vous coûte rien. Et faites-vous une idée, mais vous verrez bien souvent, ça va de pair avec les qualités que vous développez vous dans votre sport, et ça peut vous apporter beaucoup sur de l'explosivité, de la résistance, de l'endurance, travailler de façon un petit peu différente. La saison hivernale s'y prête pas mal également. Donc n'hésitez pas, franchement, testez, faites-vous votre idée et vous verrez. Très bien, merci beaucoup Max, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Salut.